Salut! Le cours numéro 9 porte sur la recherche de vie extraterrestre. Ça fait à peu près 25 ans qu'on a découvert la première planète à l'extérieur du système solaire et prochainement, on va envoyer des télescopes très, très puissants dans l'espace qui vont nous permettre de peut-être voir des atmosphères de ces planètes-là et de déterminer s'il y a de la vie sur ces planètes-là. Il reste que ça fait pas mal plus longtemps que ça qu'on écoute le ciel pour capter possiblement des communications qui viendraient de civilisations technologiques ailleurs dans la galaxie. Alors, le cours d'aujourd'hui, il va être séparé en trois parties. Les deux premières concernent les deux méthodes principales qui nous permettent de trouver des exoplanètes. Alors, les exoplanètes, on ne peut pas juste les regarder, on ne peut pas juste regarder au télescope des étoiles et voir des planètes directement. Les planètes émettent pratiquement pas de lumière. En fait, la lumière qu'elles émettent souvent, c'est de la lumière infrarouge. Puis, il y a une étoile qui est juste à côté qui émet tellement plus de lumière que c'est impossible d'avoir un assez bon contraste pour les voir. Alors, il y a deux méthodes principales dont on va discuter. Puis ensuite, on parlera de la recherche, en fait, de l'écoute et possiblement même d'envoi de signaux qu'on pourrait envoyer dans l'espace pour essayer de communiquer avec d'autres civilisations. Donc ça va être la partie qui concerne ce qu'on appelle l'équation de Drake. Donc, on pense que pour que la vie puisse se développer sur une planète, en s'inspirant de le seul exemple de vie qui est apparu qu'on connaît, qu'il faut que la planète soit rocheuse, donc comme la Terre, et non gazeuse comme Jupiter, admettons. Donc, on s'attend à avoir besoin d'une surface rigide. On pense qu'elle doit posséder une atmosphère et de l'eau liquide. L'eau, ça se trouve être le solvant parfait. Les réactions chimiques peuvent avoir lieu dans l'eau, donc ça encourage les réactions chimiques qui permettent à la vie d'apparaître. Alors, tout de suite en partant, ces deux conditions-là, pour avoir une atmosphère, il faut que la planète soit suffisamment massive. Parce qu'en réalité, ce qui retient l'air dans une atmosphère autour d'une planète, c'est la gravité. Alors, il faut que, pour avoir une atmosphère, que la masse de la planète soit au moins supérieure à la moitié de la masse de la Terre. Okay, donc, masse de la planète plus grande qu'une demi, la moitié de la masse de la Terre. Si la planète a une masse plus petite que ça, Mars est pas mal dans ce coin-là, la moitié de la masse de la Terre, puis Mars n'a pas d'atmosphère à cause de ça. On pense aussi qu'on a besoin d'eau liquide. Alors, l'eau liquide, on sait que l'eau est sous forme liquide lorsque la température est entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius. Alors, ça va être une autre condition. Il va falloir qu'une fois qu'on a tenu compte de l'effet de serre, du fait qu'il y a une atmosphère, que la température soit entre 0 et 100 degrés Celsius. Donc, on veut que l'eau soit liquide. On veut aussi que la planète ait une orbite qui n'est pas trop excentrique autour de son étoile, ce qui veut dire pas trop allongée. Donc, on veut que la distance à son étoile soit relativement constante pendant l'année. On ne veut pas qu'il y ait des grandes fluctuations de température pendant l'année. Et aussi, il faut que l'orbite se fasse autour d'une étoile dont la durée de vie sur la série principale est assez longue. Donc, on veut, quand une étoile est sur la série principale, elle brûle de façon régulière de l'hydrogène en hélium. Donc, c'est régulier l'émission de lumière que l'étoile envoie vers sa planète. Alors, on veut donner le temps à la vie d'apparaître. Donc, sur la Terre, la vie a pris 600 millions d'années à apparaître. Alors, si on veut que la vie apparaisse sur notre planète, on pense qu'il faut qu'il y ait un temps suffisant. Autrement dit, si on a une étoile qui est ultra massive et qui a une durée de vie de 10 millions d'années, par exemple, avant de devenir d'exploser en supernova, à ce moment-là, ça ne marche pas. On n'a pas assez de temps. On donne pas assez de temps à la vie d'apparaître sur sa planète. Alors ça va être nos conditions de départ. C'est possible que la vie puisse apparaître dans des conditions qui sont différentes de ça, mais si on veut pas prendre de chance, y aller safe, c'est des conditions qu'on s'impose. Il y a un terme qui est très, très important en recherche d'exoplanètes, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Donc, au début, fin des années 90, quand on annonçait la découverte d'une nouvelle exoplanète, on était juste content de dire, OK, une nouvelle exoplanète qui a été découverte. La plupart des exoplanètes-là qu'on découvrait, c'était des géantes gazeuses comme Jupiter qui étaient loin de leur étoile.
donc à des endroits où la température était trop froide pour que l'eau puisse être liquide. Là, on a tellement découvert d'exoplanètes depuis ce temps-là que maintenant, quand on en parle dans les médias, c'est parce que l'exoplanète est dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile. Donc, dans une zone où l'eau peut être liquide, en réalité, la zone habitable d'une étoile va dépendre de la température de l'étoile. Alors, si vous avez une étoile qui est chaude, la zone habitable va être plus loin et va être plus étendue aussi. Autrement dit, en fait, je peux faire une petite représentation de la zone habitable. Mettons que ça, c'est l'étoile. Vous avez une espèce de coquille autour de l'étoile. Donc, ça, c'est une coquille, donc c'est en 3 dimensions. Alors, on pourrait imaginer que la zone habitable, c'est l'intérieur de cette coquille-là ici. Alors, au point qui est là, juste l'intérieur de la coquille, la température qu'il y aurait à la surface de la planète qui se trouve là serait 100 degrés Celsius. Et à l'autre extrémité de la coquille, à la périphérie qui est ici, la température serait de 0. Alors, tout ça ici, ce qui est à l'intérieur de la coquille, c'est la zone habitable. Alors, si vous avez une étoile qui est plus chaude que ça, la zone habitable est plus loin et elle est plus étendue, donc plus épaisse. Et ça fait qu'à l'inverse, si vous avez une étoile qui est très peu lumineuse, froide, donc une naine rouge par exemple, la zone habitable, elle est très proche. Et elle est très mince aussi. Ce qui fait que c'est difficile de trouver des exoplanètes dans la zone habitable, sauf que les étoiles naines rouges sont tellement plus nombreuses que les autres étoiles que ça finit par compenser. Donc, la plupart des annonces qu'on fait d'exoplanètes découvertes dans des zones habitables sont autour d'étoiles naines rouges parce qu'il y a vraiment beaucoup de naines rouges. On va voir que ça peut occasionner un problème, ça. Le fait que la zone habitable pour des étoiles peu assez froides soit très proche. Un problème qui est similaire à celui que Mercure a sur la Terre. On va en parler tantôt. OK. Alors, première méthode de détermination de distance, c'est la méthode du transit. C'est une méthode qui est assez simple à comprendre. La méthode du transit, c'est juste qu'on est chanceux puis on voit, en fait, une diminution dans l'intensité de l'étoile qui se produit régulièrement. Alors, on peut comprendre pourquoi est-ce que l'intensité de l'étoile diminue quand une exoplanète passe devant. L'exoplanète bloque une partie de la lumière. Alors ici, dans un graphique de l'intensité en fonction du temps, ça c'est le temps en heure ici, on voit un creux apparaître. Puis, à toutes les fois que la planète repasse, ce creux-là apparaît. Ce qui fait que, bon, ici, dans la situation qu'on a dans la figure qui est là, on voit que l'intensité diminue d'à peu près 2 de l'intensité normale, qui est 0,02, c'est 2 C'est quand même, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal comme diminution d'intensité. Ça veut dire qu'on a affaire ici à une exoplanète qui a un assez gros diamètre, là, possiblement. Donc, on peut se douter qu'on va être capable de déduire la grosseur de l'exoplanète à partir du transit. Le transit, c'est quand la planète passe devant. Et aussi, à partir du temps qui s'écoule entre 2 transits, on peut déterminer la période, le temps que ça prend à la planète à faire le tour. Alors ici, vous avez, ça c'est un autre graphique, ça correspond à une autre exoplanète. Vous aviez un transit ici à 1,2 jours. Vous en avez un deuxième, un suivant à 3,4 jours. Alors vous avez ici une période, le temps que prend la planète pour faire le tour, qui est de 2,2 jours. Donc vous êtes capable tout de suite de déterminer des choses assez intéressantes par rapport quand on a un transit. Ici, la diminution d'intensité, juste pour s'exercer un petit peu, c'est une intensité relative, donc on est à 1 normalement. Alors, on descend ici jusqu'à peu près 0,993, donc 99,3 ce qui veut dire que l'intensité a diminué de 0,7 OK, chose, peut-être que vous vous posez la question, il faut être quand même un peu chanceux pour être capable d'observer un transit. Il faut que la planète passe entre nous et l'étoile. Alors, c'est pas impossible que la planète tourne comme ça autour de son étoile. À ce moment-là, on ne verra jamais de transit. Alors, maintenant, comment on peut déduire
si une planète, une exoplanète est dans la zone habitable de son étoile. Il y a plusieurs paramètres à déterminer. Ultimement, on va déterminer la température à sa surface. Alors, pour arriver à ça, il faut commencer par trouver la distance à laquelle l'exoplanète se trouve de son étoile. Alors, ça nous prend des informations. Première chose, il faut connaître l'étoile. L'étoile autour de laquelle la planète tourne, il faut avoir des informations concernant elle. Ce qu'on sait, c'est que pour une étoile de la série principale, la masse, la température et le rayon, la taille de l'étoile, sont directement reliés à ce qu'on appelle le type spectral. Okay? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Quand je clique sur type spectral ici, je me retrouve devant mon diagramme Hertzsprung-Russell. Et le type spectral, on n'en a pas parlé encore, c'est directement lié à la température de l'étoile. Okay? Alors, vous avez les étoiles rouges, qui sont ici, très nombreuses, qui sont des étoiles de type M. Vous avez les étoiles entre les naines rouges et le Soleil. Le Soleil, lui, là, je vous le dis tout de suite, le Soleil, c'est une étoile de type G. Okay, donc, le Soleil, vous descendez ici, vous êtes une étoile de type G. Donc, les étoiles similaires au Soleil, c'est type G, étoile jaune pâle. Entre les étoiles G et les M, il y a les K. Donc, les K, c'est des étoiles qui ne sont pas des naines rouges, mais qui ne sont pas aussi chaudes que le Soleil, un peu plus froides. Puis là, à mesure que vous allez vers des étoiles de plus en plus chaudes, vous avez les F, vous avez les A. Donc, vous avez Vega, par exemple, qui est un type A. Et ensuite, vous avez des étoiles massives. Là. Donc, les étoiles qui sont dans le haut de la série principale ici, c'est des étoiles très chaudes, des étoiles bleues. On parle des étoiles de type B et très rare des étoiles de type O. La raison pour laquelle ce n'est pas un ordre alphabétique normal, vous voyez en astronomie, c'est souvent ça qui arrive, c'est que on appelle ça le type spectral, c'est parce qu'on a classifié les étoiles selon les pics qu'on avait dans les spectres émis par ces étoiles-là, les pics et les creux. Alors, si on reconnaissait, par exemple, un creux à telle place, un pic à telle place, on appelait ça type A. Ensuite, une petite différence type B, une petite différence type C. Puis là, ensuite, quand on a mis de l'ordre là-dedans, on a fini par comprendre les étoiles. On s'est rendu compte que ben, finalement, la façon dont les restes spectrales apparaissaient dans les spectres, ben, c'était pas directement dans le même ordre que la température. Donc, on utilise ça encore. Il y a un moyen mnémonique pour se rappeler de l'ordre à partir des plus massives jusqu'aux moins massives. On dit Oh, be a fine girl, kiss me. Donc, bon, tout ça pour dire que quand on connaît le type spectral, puis ça, c'est facile à faire, on regarde le spectre de l'étoile, on voit sont où les pics, les creux, et on est capable de dire, OK, ça, c'est une étoile de type M. Ça, c'est une étoile de type K. Puis on est capable d'être encore plus précis, de dire, on a ici une M1, une M4, une M5, c'est-à-dire qu'on raffine un peu l'échelle ici. Là. Donc, on aurait par exemple les M0 ici, M1, M2, M3, M4, M5. OK? Alors, si on connaît le type spectral, on connaît automatiquement la température, on peut déterminer la masse, puisqu'on sait qu'on est sur la série principale, et la taille, donc le rayon d'étoile qui se trouve être représenté par les lignes obliques qui sont ici. Donc, type spectral nous dit automatiquement ces trois choses-là. Revenons en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on peut utiliser la troisième loi de Kepler généralisée. On a vu ça dans le cours sur la gravitation. Si on observe l'orbite, par exemple, de la Lune autour de la Terre, on détermine la période de l'orbite, on détermine la taille, donc la distance à laquelle la Lune se trouve de la Terre, on peut trouver la masse de la Terre, on peut trouver la masse de l'objet central. Donc, à l'envers, si on connaît la masse de l'objet central, donc l'étoile ici, et qu'on connaît la période, ce qu'on peut connaître étant donné que ce graphique-là nous est disponible par la méthode du transit, on peut trouver la taille de l'orbite. On peut y aller à l'envers. Donc, la troisième loi de Kepler, nous, on avait utilisé plus la forme P carré égale A au cube divisé par M. Ben ici, si on isole A là-dedans, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec une racine cubique. Vous n'aurez pas à pitonner avec la calculatrice, vous le savez. Donc, ici, si on connaît la période,
On connaît la masse de l'étoile autour de laquelle notre étoile tourne. On peut trouver à l'aide de l'équation la distance entre la planète et son étoile. Faisons un exemple. Exercice 1. Faisons un exercice. L'exoplanète Kepler 442b possède une période de 112 jours. Bon, premièrement, Kepler. Kepler, on l'a rencontré déjà. C'est l'astronome qui a établi que finalement les orbites des planètes étaient des ellipses. Il y a un satellite qui a été nommé en son honneur, qui a été lancé en 2009 et qui a observé dans la constellation du Cygne dans le but de voir des transits, donc découvrir des exoplanètes dans cette constellation-là. Donc, il pointait toujours dans cette constellation-là. Alors, quand on parle de l'exoplanète Kepler 442b, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une étoile qu'on a appelée Kepler 442, okay? Donc, c'est une étoile qui n'avait pas été répertoriée avant ça. Et on a trouvé une exoplanète autour. La première exoplanète qu'on trouve autour d'une étoile, on l'appelle la B. La deuxième qu'on trouve s'appelle la C, etc. La A, on ne l'utilise pas. C'est comme si ce n'était pas dit, mais que A, c'était l'étoile. Donc, c'est comme B, c'est le deuxième objet du système Kepler 442. Okay, alors, cette exoplanète-là, par le graphique qui est là, on a réussi à déduire que sa période, c'est 112 jours. Et l'étoile, Kepler 442, elle, est de type spectral K. Donc, dans le diagramme de Sprung-Russell, on pourrait aller lire que ça veut dire que sa masse, c'est 0,6 fois celle du Soleil, que son rayon, c'est 0,6 fois le rayon du Soleil, et que sa température, c'est de 4000 degrés. On utilise les degrés Kelvin, là, disons juste degrés. Déterminer la distance qui sépare l'exoplanète de son étoile. Alors, la distance qui sépare la planète de son étoile est donnée par cette équation-là. Alors, pour utiliser l'équation, il faut que la période soit en années. Ici, on nous dit 112 jours. Alors, le 112 jours, on va le diviser par 365 pour obtenir des années. Et une fois qu'on a la période, on l'insère dans l'équation qui est ici. Donc, la variable qui est au carré, c'est la période ici. Donc, si je mets ça là et que j'insère la masse de l'étoile, qui est 0,6 fois celle du Soleil, je mets ça là et que je clique, voici la distance, 0,384 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, on a ici une planète qui orbite à 38 % de la distance Terre-Soleil, donc plus proche de son étoile que nous sommes de notre Soleil. Bon, ça ne nous dit pas directement si on est dans la zone habitable ou pas. Pour savoir ça, il faut trouver la température. Bien, la température de l'exoplanète, TP, P pour planète, on peut la trouver à partir de la température T et du rayon R de l'étoile. Donc, si vous avez une étoile qui est chaude, la planète va être chaude aussi. Si vous avez une étoile qui est grosse, ça va aussi, il y aura plus de lumière qui en émerge, donc la planète devrait être plus chaude aussi. Et aussi, ben, la distance à laquelle on se trouve de l'étoile. Si on est plus proche, il fait plus chaud. Alors, l'équation qui est là tient compte de tout ça. Donc, dans cette équation-là, ben, si on obtient avec l'équation que la température est entre 200 et 300 Kelvin, on va considérer que l'exoplanète est dans la zone habitable de son étoile. Parce que 200 à 300 Kelvin, si on tient compte de l'effet de serre dans l'atmosphère, ça va donner ça une température de entre 0 et 100 degrés Celsius. OK, alors voyons voir si on est dans la zone habitable ici pour Kepler 442b. Donc, on a besoin de la température de l'étoile. La température de l'étoile, on nous dit ici que c'est 4000 degrés. On inscrit ça ici. Le rayon de l'étoile, on nous dit 0,6 fois le rayon du Soleil. Et on a besoin ici au dénominateur avec le 428 de A. A, la distance entre l'exoplanète et son étoile, on l'a trouvé ici, c'est 0,384. Si je clique, on obtient 242 degrés. On est donc entre 200 et 300, ce qui veut dire que cette exoplanète-là est dans la zone habitable de son étoile. Donc, on est content. Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait de la vie
sur cette planète-là. Maintenant, on voudrait savoir, on a affaire à une exoplanète qui est de quelle grosseur? Est-ce qu'elle ressemble à la Terre ou pas? Alors, on est capable aussi de trouver le rayon ou le diamètre de l'exoplanète à partir du rayon de l'étoile et de la diminution d'intensité de l'étoile lors du transit. Donc, plus que l'intensité diminue, ça veut dire que plus on a une planète qui est grosse et qui bloque plus de lumière. Alors, l'équation, c'est la suivante. Le rayon de la planète, 10,9 fois le rayon d'étoile fois la racine carrée de la diminution en pourcentage lors du transit. Alors, dans le cas de Kepler 442b, on nous dit que l'intensité de l'étoile diminue de 0,04 lors d'un transit. Alors, on a besoin de R. R, on a dit que c'était 0,6 fois le rayon du Soleil. Et on a besoin ici, sous la racine, vous voyez, exposant une demi, ça veut dire sous la racine. La diminution, c'est 0,04 on ne le met pas. Et si je clique, j'obtiens 1,31 fois le rayon de la Terre. Alors, c'est relativement similaire à la Terre. C'est un peu plus gros, 30 plus gros que la Terre. Vous l'avez ici. Vous avez Kepler 442b. Ça, ce n'est pas une image, là. C'est une représentation d'artiste de à quoi ça pourrait ressembler. C'est quand même assez optimiste, là. On nous montre qu'il y a de l'eau là-dessus puis qu'il y a des continents. Alors, il n'y a rien de sûr là, par rapport à ça. Alors, vous avez là une exoplanète comparable à la Terre, puis en plus qui est dans la zone habitable. Ce qui est problématique, c'est que Kepler a réussi à trouver beaucoup de ces exoplanètes-là, mais sont typiquement assez loin. Donc, on parle ici dans le cas de Kepler 442b, je ne me rappelle pas par cœur la distance, mais on est de l'ordre du 1000 années-lumière, quelque chose comme ça. On ira voir tantôt là, sur une espèce de catalogue d'exoplanètes, on verra c'est quoi la distance. Donc, c'est moins intéressant pour ça. Ce qui est moins intéressant aussi, puis ce qui fait que l'image qui est là, il faut la prendre avec un grain de sel, c'est qu'on connaît juste la taille. On n'est pas certain si c'est rocheux ou gazeux. Parce que pour savoir si c'est rocheux ou gazeux, il faudrait connaître aussi la masse. Pour être capable de calculer la densité, la masse divisée par le volume, et ensuite dire, OK, c'est du gaz ou c'est rocheux. Or, la masse, la méthode du transit ne nous permet pas de la déterminer. Ça nous prend une autre méthode pour trouver ça. OK, donc, vous aurez à faire une détermination comme ça. Est-ce qu'une exoplanète donnée se trouve dans la zone habitable de son étoile dans le quiz? Ce sera juste un numéro en lien avec ça, là. Donc, faisons un autre exercice. Une autre exoplanète découverte par Kepler. Kepler 186f provoque un transit qui fait diminuer l'intensité de l'étoile de 0,05 à tous les 130 jours. Ça veut dire la période, c'est 130 jours. Déterminer la température et les rayons de l'exoplanète, sachant que l'étoile possède un type spectral M, donc une naine rouge, donc une masse de 0,5 fois la masse du Soleil, un rayon de 0,5 fois le rayon du Soleil et une température de 3800 degrés Kelvin. Puis déterminer si l'exoplanète se trouve dans la zone habitable. Alors, 130 jours qu'on a ici, la période, on sait que ça, combiné à la masse, que ça nous permet de trouver la distance entre l'exoplanète et son étoile. Alors ici, 130 jours, on met ça là. Ensuite, on met ça ici, la période au carré dans l'équation, et la masse, c'est maintenant 0,5. Quelque chose de similaire, 0,399 unités astronomiques. Et une fois qu'on a ça, on va être capable de trouver la température de la planète. Alors, on a besoin de la température de l'étoile. On nous disait ici que l'étoile, sa température, c'est 3800. Le rayon, c'est 0,5. Et A, la distance entre la planète et son étoile, c'est 0,399. Je rentre les valeurs dans l'équation qui est là. Ça nous donne 206 degrés. Alors, on est entre 200 et 300 de justesse.
ce qui veut dire qu'on est sur le bord probablement de la zone habitable de l'étoile. Alors, vous la voyez, celle-là aussi, c'est une... Ah, OK, on nous demandait aussi les rayons de l'exoplanète. En tout cas, on peut confirmer quand même qu'on est dans la zone habitable. Trouvons le rayon, OK? Alors, on s'attend, juste en regardant l'image, à obtenir un rayon qui est encore plus proche de celui de la Terre que ce qu'on avait pour Kepler 442b. Donc, ici, on a le rayon de l'étoile qu'il faut mettre là, et on a la diminution d'intensité qui est de 0,05%. Ça nous donne 1,22 fois le rayon de la Terre. Donc, 22% plus gros que la Terre pour Kepler 186f. C'est la façon dont on trouve des planètes et on déduit leurs caractéristiques par la méthode du transit. Je peux vous montrer le catalogue, Habitable Exoplanets Catalogue. Alors, ça, c'est le compte qu'on a actuellement. On ne compte plus, on le compte, là, mais on ne le mentionne plus à combien d'exoplanètes on est rendu tout court parce qu'il y en a trop, c'est des milliers. Maintenant, on s'attarde plus aux exoplanètes qui sont dans la zone habitable de leur étoile. On est rendu à 55. En tout cas, au 16 janvier 2020, on était à 55. Vous avez ici une petite représentation des plus intéressantes. En fait, ce qui dit, pour dire que c'est intéressant, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle le Earth Similarity Index, l'indice de similitude avec la Terre. Plus on est proche de 1, plus c'est ressemblant à la Terre. Alors ici, on en a une qui est à 0,93, c'est pas mal. C'est l'étoile, c'est la planète, désolé, Teegarden Star B. Alors, Teegarden Star, c'est l'étoile de Teegarden. Teegarden, c'est l'astronome qui a découvert l'étoile. C'est une étoile qui est de type M, donc une naine rouge très peu brillante. Donc, c'est pour ça que ça a été découvert assez récemment. Puis, Teegarden, il y a plus d'une exoplanète qui a été découverte autour de cette étoile-là. Il y a une Teegarden C qui est ici, qui fait aussi partie des étoiles les plus ressemblantes à la Terre. Alors, Teegarden, elle est à, ce qui est intéressant aussi, 12 années-lumière de nous. 12 années-lumière à l'échelle astronomique, c'est proche. C'est la plus proche, c'est Proxima du Centaure B. Proxima du Centaure B, c'est une exoplanète qui a été découverte autour de l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, qui est Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière. Les deux étoiles dont je viens de vous parler, ce pas des étoiles qui ont été découvertes par la méthode du transit. C'est des étoiles qui ont été découvertes par la méthode qu'on va parler juste après, les vitesses radiales. Alors, vous pouvez remarquer que pour ces étoiles-là, on était capable de trouver ou d'estimer la masse, ce qui n'est pas le cas de la méthode du transit. Dans le cas de la méthode du transit, c'est quand la masse est manquante, vous pouvez vous attendre que ce soit ça la méthode. Puis regardez Kepler 442b, celle qu'on vient d'étudier, pas de masse parce que c'est la méthode du transit. Vous avez un autre Kepler qui est là, Kepler 62f, Kepler 186f qu'on vient de faire dans l'exercice. Et vous avez ici la deuxième dans la liste de celles qui sont les plus similaires à la Terre, K2 72e. K2, c'est la deuxième mission Kepler. Donc, c'est aussi la méthode du transit. Quoi d'autre à dire là-dessus? Ouais, Kepler 442b, tantôt je vous disais, c'est loin. C'est à 1115 années-lumière. Alors, vous voyez, les distances sont quand même assez faibles la plupart parce que la plupart du temps, la méthode qui est utilisée pour trouver ces étoiles-là, c'est pas le transit, c'est la méthode des vitesses radiales. Puis cette méthode-là marche juste pour des exoplanètes proches. Alors que Kepler, lui, regardait dans une direction, puis il regardait plein d'étoiles. Donc, il y a beaucoup d'étoiles lointaines qu'il a observées, ce qui fait que c'est toujours moins excitant de découvrir une exoplanète dans la zone habitable par le transit parce que vous savez que vous allez avoir de la difficulté à, premièrement, voir l'atmosphère de cette exoplanète-là. C'est trop loin. Puis en plus, ben, si vous trouvez quelque chose, ben, la communication, c'est long. Ça prend 1000 ans d'envoyer un signal, envoyer allô, puis ça prend 1000 ans à revenir. Donc, communication presque impossible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Il y a
Trappist, hein, je devrais dire, parce que c'est une collaboration Chili-Belgique. Trappist ici. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Trappist 1D, Trappist 1E, Trappist 1G. En fait, Trappist 1F, ici, il y en a 7 exoplanètes en orbite autour de l'étoile. Trappist 1, c'est le record à date, là. Une étoile pour laquelle on a trouvé 7 exoplanètes autour. Puis là-dessus, il y en a, ben c'est ça, il y en a 4 qui sont dans la zone habitable. Parce que tout ça, c'est dans la zone habitable. Donc, 55 exoplanètes en date d'aujourd'hui. Alors, comme je disais tantôt, pour déterminer si une exoplanète est rocheuse ou gazeuse, il faut connaître à la fois son rayon et sa masse. Malheureusement, la méthode du transit ne permet pas de déterminer la masse d'une exoplanète. Pour faire ça, on utilise la méthode des vitesses radiales. Pour comprendre cette méthode-là, il faut connaître l'effet Doppler. L'effet Doppler sonore, c'est certain que vous avez déjà été témoin de ça. Si vous êtes sur la barre d'une autoroute, par exemple, puis que vous avez une voiture qui passe à côté de vous, quand la voiture s'approche, bon, il y a un son, le son du moteur, par exemple, la voiture qui s'approche, ou le son des pneus sur l'asphalte. Alors, quand la voiture s'approche, vous avez un son que vous entendez. Une fois que la voiture est passée, le son devient plus grave. Alors, vous avez... Alors, même chose, vous pouvez le vivre si vous êtes un très mauvais conducteur en voiture et que vous avez l'habitude de vous arrêter brusquement aux intersections dans le but de tourner à gauche. Vous êtes en voie droite, vous voulez tourner à gauche et vous ne clignotez pas, par exemple, ça se peut qu'il y ait une voiture qui vous dépasse en klaxonnant et vous allez entendre très bien l'effet Doppler. Donc, le son, quand une source s'approche de vous, devient plus aigu, puis quand elle s'éloigne, devient plus grave. Okay? Ça, c'est l'effet Doppler sonore. La même chose existe pour la lumière, mais ça va affecter la couleur. Alors, une source lumineuse produit une couleur, admettons. Si elle se déplace vers un observateur, l'observateur verra une couleur qui correspond à une longueur d'onde plus faible. La longueur d'onde, on en a parlé au dernier cours, on a vu que c'était lié directement à la couleur. Le bleu a une longueur d'onde plus faible que le rouge. Alors, quand une source de lumière s'approche de vous, admettons qu'elle est verte, si elle allait assez vite, ça serait possible que vous l'aperceviez bleue. Alors que si elle s'éloigne de vous assez vite, ça se peut que vous l'aperceviez rouge, parce que le rouge a une longueur d'onde plus grande. Bon, pourquoi l'effet Doppler lumineux? Je ne suis pas mal sûr que vous ne l'avez jamais observé. C'est qu'il faut que la vitesse de la source soit comparable à la vitesse de la lumière pour que ce soit observable. Or, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc, il n'y a pas vraiment de source dans notre vie de tous les jours qui va à cette vitesse-là ou à des vitesses comparables. Alors, on n'observe pas ça habituellement. Mais l'effet Doppler sonore, lui, c'est facile à observer parce que il faut que la vitesse de la source du son soit comparable à la vitesse du son, qui est quand même assez élevée, mais pas tant que ça. On parle de 340 mètres par seconde dans l'air. Donc, si vous avez une voiture qui se déplace à 20 mètres par seconde, ce qui correspond à peu près à 80 km par heure, vous êtes capable d'observer. Alors, en quoi est-ce qu'on peut se servir de ça? Nous, ça va être l'effet Doppler lumineux, là, nécessairement. Il n'y a pas de son dans l'espace. Pour déduire qu'il y a une exoplanète qui tourne autour d'une étoile, bien voici, c'est quand même assez simple. On dit une exoplanète amène son étoile à tourner sur un petit cercle. Vous le voyez ici. Vous avez l'exoplanète en bleu et vous avez l'étoile en jaune. Vous avez quelque chose de très similaire au système binaire qu'on a discuté dans le cours numéro 7. Les deux objets tournent autour d'un centre commun, le centre de masse du système. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que ce que vous pouvez remarquer, c'est que le temps que prend l'étoile pour faire un tour, c'est le même que le temps que prend la planète. Donc, la période de l'orbite de la planète, vous pouvez la déduire si vous connaissez ou si vous êtes capable de mesurer la période, le temps que prend l'étoile pour faire un tour du cercle. Ce que ça fait, c'est que si vous êtes un observateur qui est en bas, par exemple ici, donc qui est là puis qui regarde ce système-là, bien, vous avez l'étoile qui parfois se dirige vers vous. Donc, vous voyez, l'étoile s'en va vers le bas et d'autres fois vers le haut. Donc, des fois, l'étoile va vers vous, puis des fois, l'étoile va en direction contraire. Bon, tout ça à condition d'être bien aligné. C'est comme dans le cas du transit. Alors, quand l'étoile va vers vous, sa lumière est
la couleur de sa lumière va être décalée vers le bleu, effet Doppler, et quand elle s'éloigne de vous, elle va être décalée vers le rouge. Alors, ça, on va l'observer dans le spectre d'absorption de l'étoile. Alors, l'étoile, on a vu qu'elle émet toutes les couleurs du visible, donc la lumière peut-être blanche, si on parle d'une étoile comme le Soleil, mais que l'atmosphère de l'étoile absorbe certaines couleurs qui correspondent aux éléments qu'il y a dedans. Alors, en temps normal, en labo, les couleurs qui manquent au spectre d'absorption sont à des endroits bien précis. Mais si ça donne que l'étoile s'éloigne ou s'approche, il y aura un déplacement des raies d'absorption, ce que vous pouvez voir ici. Donc, le temps que prend une raie d'absorption pour faire un aller-retour dans un sens puis revenir à sa position initiale, c'est le temps que prend l'étoile pour faire un tour du cercle. C'est donc le temps que prend l'exoplanète pour faire le tour, la période. Donc, ça, c'est facile à mesurer. Vous mesurez le temps que prend une raie d'absorption pour faire un aller-retour dans le spectre. Ça vous dit c'est quoi la période. Okay, c'est important de réaliser, l'exoplanète, vous ne la voyez pas. L'exoplanète, elle est noyée dans la lumière de l'étoile, vous ne la voyez pas. Donc, ce que vous voyez, c'est l'effet de l'exoplanète par sa gravité sur l'étoile qui est à côté. Alors, vous êtes capable, juste à partir de ça, de déterminer la période. Puis ensuite, comme tantôt, avec la période, si vous connaissez la masse de l'étoile, que vous pouvez trouver avec la type spectrale, vous pouvez trouver la distance à laquelle la planète se trouve de l'étoile. Ce que vous pouvez aussi déterminer, c'est la vitesse à laquelle l'étoile tourne sur le cercle. Alors, la vitesse de l'étoile, elle, va correspondre au décalage maximal d'une raie d'absorption d'étoile. Donc, plus une raie d'absorption va aller loin à gauche puis loin à droite, plus ça veut dire que l'étoile va vite. Puis plus l'étoile va vite, plus ça veut dire que pour une certaine période, que le cercle est grand. Et plus le cercle est grand, plus ça veut dire que la planète a une masse importante. Parce que dans le fond, pourquoi la planète fait faire un cercle à l'orbite de l'étoile, c'est qu'elle tire dessus par sa gravité. Donc, plus elle est massive, la planète, plus elle va faire un grand cercle à l'étoile, et à ce moment-là, plus l'étoile va aller vite. Donc, la masse de la planète qui tire sur l'étoile, on peut la trouver si on connaît la vitesse qu'elle donne à l'étoile, la vitesse V qui est ici. Bon, la démonstration complète de l'équation, je ne la ferai pas, mais elle est quand même plausible. C'est pour une période donnée, plus la vitesse est grande, plus la masse est grande. On s'attend aussi à ce que plus la masse de l'étoile est grande, plus elle est dure à faire tourner. Donc, plus à ce moment-là, ça veut dire que l'exoplanète a une grande masse aussi. Okay? Donc, si vous êtes d'accord que c'est plausible, cette équation-là, ça va être correct. Alors, on est capable de trouver la masse. Vous voyez? La méthode du transit ne nous permettait pas de faire ça. Ici, on a une méthode pour déterminer la masse à partir du décalage des raies d'absorption de l'étoile. Alors, c'est ça qui a permis de découvrir l'exoplanète qui orbite autour de Proxima du Centaure et Teegarden. Donc, on sert souvent du télescope dans le désert au Chili pour mesurer ça, avec un spectromètre très puissant. Alors, dans l'exercice 5, on va faire un calcul avec ça. Donc, la méthode des vitesses radiales permet de déduire que l'exoplanète Proxima du Centaure B, je vous rappelle, ça veut dire que c'est la première exoplanète découverte autour de l'étoile Proxima Centauri. Son type spectral Proxima Centauri, c'est M. La période qui a été mesurée, donc le temps que ça a pris au raie spectral pour faire des allers-retours, c'est 11,2 jours. Ça veut dire que l'exoplanète prend juste 11 jours pour faire le tour de son étoile. Donc, l'année dure 11 jours sur Proxima Centauri B. Quelle est la masse de l'exoplanète, sachant que l'étoile possède une masse de 0,12 fois la masse du Soleil, donc très peu massif, 12%, et une vitesse de, oui, vous avez bien lu, 1,4 mètres par seconde. C'est quand même pas si surprenant que ça. Vous avez une toute petite planète qui fait tourner une étoile. On s'attend, le cercle est vraiment petit.
Alors, c'est ça qui est vraiment petit. La vitesse de l'étoile est vraiment pas grande. 1,4 mètres par seconde, vous êtes capable de marcher à cette vitesse-là. Alors, vous doutez qu'une si petite vitesse va correspondre à un tout petit décalage ici des raies spectrales. Donc, ça va être très difficile à mesurer. Ça vous prend un très bon spectromètre pour mesurer ça. Alors, allons-y. Premièrement, on veut trouver la distance entre la planète et son étoile. Alors, pour ça, on a besoin de la période. La période, c'est 11,2 jours. On met ça en années. Ensuite, on entre la valeur de la période dans la troisième loi de Kepler, donc notre 0,0307. On l'insère là. Et on a besoin aussi de la masse de l'étoile, 0,12. On clique, ça nous donne 0,0485 unités astronomiques. Donc, la planète est vraiment proche de son étoile. On parle d'à peu près 5% de la distance Terre-Soleil. Ben oui, elle est proche, mais nous autres, on veut déterminer si elle est dans la zone habitable, admettons. Ben, vous savez déjà qu'elle va l'être. Bon, ben, on le sait. Fait que si elle est dans la zone habitable, l'étoile, elle est tellement peu lumineuse, une étoile naine rouge, qu'il faut que la planète soit proche si on veut que la température soit entre 0 et 100 Celsius. Alors, c'est pas surprenant tant que ça. Pour trouver la masse, on utilise l'équation qui est ici. Alors, 11,2 fois la masse de l'étoile, 0,12, fois la période qu'on vient de trouver, qui est 0,0307, fois la vitesse qui est donnée ici, 1,4, divisé par A. A, on vient de le trouver, c'est 0,0485. Je clique. Ça me donne 1,19 fois la masse de la Terre. Puis là, on veut savoir, confirmer que c'est dans la zone habitable, la température de Proxima Centauri B, sachant que l'étoile a une température de 3000 et un rayon de 0,14 fois le rayon du Soleil. Donc, notre équation, je ne l'ai pas réécrite, mais c'est la même que tantôt, c'est elle. Donc, la première variable qu'on met, c'est la température de l'étoile. La deuxième, c'est le rayon de l'étoile. La troisième, c'est la distance entre l'exoplanète et son étoile. Donc, température de l'étoile, c'est 3000 degrés. Rayon de l'étoile, 0,14 et distance 0,0485. 246 degrés Kelvin. On est entre 200 et 300 Kelvin. Donc, on confirme qu'on est dans la zone habitable. La méthode des vitesses radiales, oui, c'est bien, elle nous permet de trouver la masse, mais elle ne nous permet pas de trouver le rayon. Alors, les deux méthodes, transit et vitesse radiale, sont complémentaires. Et dans le cas de la méthode des vitesses radiales, étant donné les petites vitesses de rien, donc les petits décalages de rien qui sont à mesurer, elle ne fonctionne actuellement avec l'équipement qu'on a que pour les exoplanètes qui sont à moins de 160 années-lumière de la Terre. OK, on découvre des exoplanètes. Éventuellement, on va peut-être trouver qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces exoplanètes-là. Et on voudrait savoir, OK, il y a peut-être de la vie, bon, bactérienne, c'est cool, mais est-ce que ça se pourrait de la vie intelligente? Est-ce que ça se pourrait de la vie des civilisations technologiques qui tentent de communiquer, avec lesquelles on pourrait le faire? Alors, la question qui se pose à ce moment-là, qui a été posée dans les années 60 par ce gars-là, qui s'appelle Frank Drake, qui est l'instigateur de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a posé la question et qui a proposé une équation pour faire le calcul. Combien de civilisations technologiques tentent actuellement de communiquer dans la Voie lactée? Ça se trouve être N dans l'équation, le nombre de civilisations technologiques qui tentent de communiquer. Si le résultat du calcul nous donne 1, ben c'est nous, le 1, puis ça ne vaut pas la peine parce qu'on est tout seul. Si on obtient que c'est 1 million, ça veut dire que la plus proche de nous est possiblement quand même assez proche et que la communication pourrait exister. Bon, dans l'équation qui est là, il y a 6 paramètres. Je l'ai modifié un petit peu. L'équation originale, il y en a 7, mais j'ai voulu simplifier ça un petit peu. J'en ai mis 6. Alors, les paramètres, vous les avez ici.
Vous avez le R étoile, c'est le taux de formation des étoiles dans la Voie lactée. FP, la fraction des étoiles qui possèdent un système planétaire stable, important. NE, nombre de planètes qui se trouvent dans la zone habitable d'une étoile possédant un système planétaire. FI, fraction des étoiles ayant une ou des planètes où la vie intelligente apparaît. FT, fraction des étoiles ayant une ou des planètes portant la vie intelligente où la technologie se développe. L, durée de vie d'une civilisation technologique à partir du moment où elle commence à communiquer jusqu'à son extinction en années. Tout ça multiplié ensemble, là, ça nous donnerait le nombre de civilisations technologiques qui tentent actuellement de communiquer. Alors, vous vous doutez en partant qu'il y a certains paramètres qu'on peut évaluer quand même assez bien, mais d'autres qui sont très spéculatifs. Donc, le résultat qu'on obtient dépend pas mal de si on est optimiste ou pas. Donc, le résultat est à prendre avec un grain de sel nécessairement. Alors, si on veut évaluer ces paramètres-là, vous en avez une idée, on a besoin d'infos. J'ai essayé de recueillir la plus petite quantité d'informations nécessaires pour être capable de répondre correctement, d'évaluer chacun des paramètres qui est là. Alors, les informations, je les ai mis un peu pêle-mêle. Alors, regardons-les. On a environ une étoile sur deux fait partie d'un système multiple, c'est-à-dire système binaire, triple ou quadruple. C'est-à-dire, vous regardez l'étoile dans le ciel, vous voyez un point, mais si vous regardez au télescope, il y en a 2, 3, 4, peut-être même 5. Deuxième info, la zone habitable d'une étoile de type M, les naines rouges, est tellement près de l'étoile qu'une planète qui s'y trouverait finirait par arrêter de tourner sur elle-même. On appelle ça la rotation synchrone. Donc, Mercure fait ça. Mercure étant proche du Soleil, elle présente toujours la même face au Soleil, comme la Lune fait avec nous. Donc, ce qui arrive, c'est que Mercure, d'un côté, c'est extrêmement chaud, de l'autre, c'est extrêmement froid. Il y a une démarcation vraiment évidente entre là où c'est chaud et c'est froid sur Mercure. Donc, ça serait la même chose qui arriverait pour une exoplanète dans la zone habitable de son étoile de type M. Donc, Proxima du Centaure B pourrait être comme ça. C, la vie intelligente est apparue il y a 4 millions d'années sur la Terre. Par vie intelligente, on parle de Homo sapiens. D, les dauphins peuvent être considérés comme une espèce intelligente. Ouais, ça va nous servir. E, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. F, le Soleil et la Terre se sont formés il y a 4,6 milliards d'années. G, la Terre et Mars sont les seules planètes qui se trouvent dans la zone habitable du Soleil. Mars est vraiment sur la limite. H, l'eau ne peut pas être liquide sur une planète qui ne tourne pas sur elle-même. Donc, une planète en rotation asynchrone qui présente toujours la même face. On s'attend à ce que d'un côté, ce soit trop chaud, l'eau est gazeuse, et de l'autre côté, trop froid, l'eau est solide. I, les orbites stables sont très rares pour une planète dans un système d'étoiles multiples. Donc, très difficile pour une planète d'avoir une orbite régulière s'il y a plein d'étoiles à tourner autour. Et J, la Voie lactée s'est formée il y a 10 milliards d'années. Je dis et, mais en réalité, il y a une autre information, en fait, quelque chose de très important. C'est le tableau qui est là, qui nous donne les caractéristiques d'étoiles de la série principale en fonction de leur type spectral. Vous reconnaissez les types. Le type O, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pratiquement pas d'étoiles de type O. L'abondance en pourcentage, ce serait 0,0 pour les O, donc je ne les ai pas mis. Alors, vous voyez que les étoiles de type M, ce sont de loin les plus abondantes. Il y en a 70% des étoiles de la série principale sont des étoiles naines rouges. Vous avez la luminosité qui est indiquée aussi, alors en ordre décroissant, et la durée de vie sur la série principale qui est en ordre croissant. Donc, vous voyez que les naines rouges ont une durée de vie de 200 milliards d'années, les étoiles de type K, 13, type G comme le Soleil, 10, F, A et B, admettons. Bon, A, en fait, on a 0,5 milliards d'années, ça fait 500 millions d'années. B, 0,015 milliards d'années, ça fait 15 millions d'années. C'est beaucoup là, à l'échelle humaine, 15 millions d'années, mais à l'échelle astronomique, 15 millions d'années, c'est ça. Alors ça va nous servir. Commençons.
Taux de formation des étoiles dans la Voie lactée. Le taux de formation. Nombre de nouvelles étoiles par année. Alors, pour déterminer ça, on a deux informations dont on peut se servir. Ça se trouve à être la E et la J. Entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, et la Voie lactée s'est formée il y a 10 milliards d'années. Donc, il y a ce nombre-là d'étoiles qui se sont formées dans ce nombre-là d'années. Alors, si on divise un par l'autre, ça nous donne le taux de formation des étoiles. Là où il y a une ambiguïté, c'est que on prend 100 milliards ou on prend 400. Alors, moi, j'aurais tendance à prendre la moyenne des deux. Donc, à mi-chemin entre les deux, vous avez 250 milliards. 250 milliards d'étoiles divisé par 10 milliards d'années. Les milliards s'annulent, donc 250 divisé par 10, ça fait 25. Alors, j'écrirais ici 25 pour le taux de formation d'étoiles. On pourrait dire qu'il y a à peu près 25 nouvelles étoiles qui se forment par année dans la galaxie. FP, fraction des étoiles possédant un système planétaire stable. Alors, on a vu que il y a quelque chose en lien avec la stabilité. Les orbites stables sont très rares pour une planète dans un système d'étoiles multiples. Alors, si on veut garder les systèmes stables, il faut éliminer les systèmes multiples. Les systèmes multiples, on en parle ici, on dit qu'il y a une étoile sur deux qui fait partie d'un système multiple. Donc, on garde un système sur deux. Alors, ça veut dire que la fraction, c'est une demi, 0,5. Ici, en fait, je vais écrire à côté notre justification, là. Donc, ici, on a dit que c'était E et J qui nous a permis de trouver ça. Donc, on a fait 250 milliards, j'utilise G, giga, d'étoiles divisé par 10 milliards d'années, giga-années. Ça donne 25. Ici, on a combiné A et J, excusez, pas A et I. Okay. A et I. OK, troisième paramètre, le nombre de planètes qui se trouvent dans la zone habitable d'une étoile possédant un système planétaire. Ça, il y a 10 ans, quand je donnais le cours, la seule information qu'on avait, c'est celle qui est là. C'est le cas connu, le système solaire. Dans le système solaire, il y a Terre et Mars qui sont dans la zone habitable. Autrement dit, on ne connaissait pas d'autres systèmes planétaires. On n'avait pas découvert assez d'exoplanètes. Donc, on se disait, il y en a deux dans le système solaire, ça doit être typique. Alors, on va supposer qu'il y en a deux dans d'autres systèmes aussi, deux par système. Alors, notre information venait de G tout simplement, ce qui fait que j'écrivais deux. On peut écrire deux encore parce qu'on commence à avoir des statistiques là-dessus. On commence à découvrir des systèmes planétaires, on voit des planètes et on est capable de dire, OK, en moyenne, il y a deux exoplanètes dans la zone habitable de son étoile. Donc, vous avez vu Teegarden, Teegarden en a plus qu'une. Vous avez TRAPPIST qui en a 4. Si vous faites une moyenne, il y en a qui en a juste une. Si vous faites une moyenne, ça fait à peu près 2. Autrement dit, le système solaire est vraiment représentatif des autres là-dessus. FI, fraction des étoiles ayant une ou des planètes où la vie intelligente apparaît. OK, ça, c'est le gros paramètre ici qui dépend de plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'il y ait assez de temps pour que la vie intelligente ait le temps d'apparaître. Si on regarde ça ici, on dit la vie intelligente est apparue il y a 4 millions d'années sur la Terre. Ça fait longtemps, mais comparé à 4,6 milliards d'années qui se sont écoulées depuis que le Soleil et la Terre se sont formés, c'est pas grand-chose. Autrement dit, ça a pris combien de temps avant que la vie intelligente apparaisse à partir de la formation? 4,6 milliards d'années moins 4 millions d'années, c'est 4,6 milliards d'années. OK, enlever 4 millions à ça, ça va donner 4,594. Okay? 4,594 milliards d'années. Donc, c'est 4,6 milliards d'années aussi. Si on regarde, donc il faut que notre étoile ait une durée de vie d'au moins 4,6 milliards d'années. Donc, ça en élimine un certain nombre. Là. Vous voyez ici que type spectral B, A et F
ont des durées de vie qui sont inférieures à 4,6 milliards d'années. Il faut donc les enlever. Il faut enlever cette fraction-là, ici, des étoiles qui ne durent pas assez longtemps pour permettre à la vie intelligente d'apparaître. Alors, on a ça à tenir compte, c'est-à-dire, ça se trouve à être C et F. C et F font qu'il faut éliminer les étoiles de type B, A et F. Et il y a aussi le fameux cas de la rotation asynchrone. On dit l'eau ne peut pas être liquide sur une planète qui ne tourne pas sur elle-même. Donc, tout de suite en partant, on dit OK, si la planète ne tourne pas sur elle-même, il n'y a pas d'eau liquide. S'il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie intelligente. Si la vie intelligente évolue à partir de la vie bactérienne, admettons. Alors, H ainsi que B, il y a B et H aussi, qui nous indiquent qu'il faudrait peut-être aussi laisser tomber les étoiles de type M. Ces étoiles de type M sont proches de leur étoile tellement qu'elles ne tournent pas sur elles-mêmes. Puis on nous dit que quand ça ne tourne pas, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, il faudrait qu'on élimine aussi les étoiles de type M. Alors, si on fait ça, on enlève tout ça, il nous reste ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble, ça nous donne à peu près 21 %. Okay? Donc, si on garde juste les G et les K, on garde à ce moment-là 21 %. Je vais écrire ça comme ça, 0,21. Récemment, on a réalisé que ce n'était pas impossible que l'eau puisse être liquide sur une planète qui orbite autour d'une étoile de type M parce qu'il y a des phénomènes atmosphériques. Donc, s'il y a une atmosphère sur l'exoplanète, comme Proxima Centauri B, ben, l'atmosphère a un rôle important. Donc, il y a des modèles qui ont démontré que l'énergie pouvait être répartie par l'atmosphère un peu partout sur la planète. Donc, pas énormément d'énergie du côté qui est illuminé, puis pas beaucoup d'énergie du côté qui est sombre, mais cette répartition-là de l'énergie pourrait permettre à l'eau d'être liquide. Ce qui fait que si tout d'un coup, on tolère d'avoir les étoiles de type M là-dessus, ben notre pourcentage qui est là, il monte jusqu'à 91 %. OK, alors, ce qu'on va obtenir comme résultat ici, c'est un pronostic pessimiste. Là. Si on ne considère pas que les étoiles de type M peuvent abriter la vie, c'est pas impossible qu'en réalité, on se trompe d'un facteur 4 à peu près. FT, la fraction des étoiles ayant une ou des planètes portant la vie intelligente où la technologie se développe. Il manque un accent sur le ou. Alors, c'est là que les dauphins font leur entrée. Alors, les dauphins sont considérés comme étant une espèce intelligente. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Si on lie l'intelligence au rapport entre la taille du cerveau et la taille du corps, on réalise que les humains et les dauphins ont des rapports beaucoup plus élevés que tous les autres animaux. Les dauphins sont capables de se reconnaître dans le miroir. Il y a une présence de néocortex dans le cerveau. Alors, si on définit l'intelligence comme étant ces caractéristiques-là, ben à ce moment-là, on peut mettre les dauphins parmi les espèces intelligentes. Est-ce que les dauphins sont une espèce technologique? Parce qu'on sache, ils n'ont pas développé la radio, ils n'ont pas développé d'armement. Ça veut dire que sur Terre, c'est ça l'exemple qu'on connaît, il y a une espèce sur deux qui est technologique, c'est l'espèce humaine. Donc ici, il faudrait qu'on mette une demi, donc 50 %. Quelqu'un pourrait dire que toutes les espèces intelligentes qui ont assez de temps pour évoluer vont finir par être technologiques. Cette personne-là devrait mettre 1 ici. Elle, la durée de vie d'une civilisation technologique, à partir du moment où elle commence à tenter de communiquer, jusqu'à son extinction en années. Alors ça, moi personnellement, je suis plus ou moins optimiste à ce niveau-là. Premièrement, ben, à partir du moment où elle commence à communiquer, ça ne veut pas dire communiquer de façon volontaire. Donc, nous, sur la Terre, depuis à peu près 1950, il y a des ondes radio qui quittent l'atmosphère et qui ont peut-être été détectées par une civilisation technologique située à moins de 70 années-lumière d'ici. On parle des premières émissions de télé. Donc, les premières émissions de télé ont quitté l'atmosphère. L'intensité doit être rendue vraiment faible. Donc, s'il y a quelqu'un à quelque part
qui a des antennes ultra puissantes peut détecter ça. Il peut écouter, je ne sais pas, Papa a raison, quelque chose comme ça. Alors, 1950, c'est les premières émissions non volontaires jusqu'à l'extinction. Alors, admettons qu'on dit que 2450, c'est l'extinction de l'espèce humaine. Peut-être que vous dites que je suis pessimiste. Je trouve que c'est quand même, ça me donne une longévité de 500 ans, ça. 500 ans ici, si je mets ça là, ça me donne un total de nombre de civilisations technologiques qui tentent actuellement de communiquer de 1300, si j'arrondis. Donc, il y aurait présentement 1300 civilisations intelligentes, technologiques, tentant de communiquer dans la Voie lactée. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Ben, la Voie lactée, c'est grand pas mal. Donc, la question qui se pose rendue là, c'est, ben, est-ce que, ben, à quelle distance on peut s'attendre à trouver la plus proche? Si on suppose que ces civilisations intelligentes-là sont réparties uniformément dans la Voie lactée, à ce moment-là, on peut calculer que la plus proche serait à cette distance-là. Donc, on imagine que la Voie lactée, c'est un disque d'une certaine épaisseur, puis on répartit les civilisations de façon uniforme. On peut trouver que la plus proche serait à la distance donnée par l'équation qui est là. Donc, plus n est grand, plus il y a de civilisations, n étant au dénominateur dans l'équation, plus d va être petit. Plus la plus proche va être près. Alors, l'équation, je l'ai réécrite ici. Pour répondre à la question, à quelle distance attendez-vous à retrouver une civilisation technologique? Alors, si j'entre ici la valeur que j'ai obtenue, qui était 1300 civilisations, ça me dit que la plus proche est à peu près 2400 années-lumière de nous. Question suivante, compte tenu de votre valeur de L, la longévité, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer des ondes radio dans l'espace dans le but de communiquer avec une civilisation extraterrestre? Ben non, parce que nous, on a utilisé L égale à 500. Avec L égale à 500, on n'a pas assez de temps. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on envoie un signal, ça prend 2400 ans au signal à se rendre à la civilisation. S'il répond, ça prend un autre 2400 ans au signal à revenir. Donc, il y a 4800 ans qui s'écoulent entre l'émission du signal et le retour, puis on a juste 500 ans de longévité. Donc, quand le signal revient, on n'est plus là. Peut-être qu'on était trop, peut-être qu'en éliminant les étoiles de type M, c'est ça qui a fait que notre nombre de civilisations était trop faible. Or, si je mets 0,91 ici, pour tenir compte du fait que les étoiles de type M peuvent abriter la vie, ben, ça monte mon nombre de civilisations quand même pas pire. Ça le monte à 5700. Alors, 5700, si j'inscris ça ici, ben maintenant, la plus proche serait à 1460 années-lumière. Ben, 1460, c'est encore trop loin si c'est 500 qui est ma longévité ici. En fait, si je reviens à mon 0,21, on peut démontrer que ben, la longévité minimale qui est nécessaire pour l'humain pour être capable de communiquer, il faudrait que ce soit 2800 ans. Si on a 2800 ans de longévité, on a à ce moment-là 7350 civilisations. Si je mets 7350 ici, ça me donne 1340 années-lumière. Donc, 1340 ans à se rendre, 1340 ans pour le signal à revenir, ça fait 2680. Donc, 2680 ans, c'est inférieur à la longévité que j'ai mis là. Donc, le signal pourrait revenir juste avant qu'on s'éteigne. Peut-être qu'on ne sera pas intéressé à écouter rendu là. Donc, oui, il va falloir que, à moins qu'on soit chanceux, là, parce que ça, c'est si c'est réparti uniformément. Alors, on pourrait être chanceux et être dans une région de la galaxie où il y a plusieurs civilisations technologiques proches, mais si c'est réparti uniformément, puis que nos autres paramètres ont été bien évalués ici, ben, le facteur crucial, c'est la longévité de l'espèce humaine. Alors, en ce qui concerne la partie avec la page web, c'est ça. Il reste une petite partie. Alors, si on déduit qu'il y a beaucoup de civilisations technologiques qui tentent de communiquer, puis que ça vaut la peine de le faire, il faut savoir comment procéder. Alors, ce qu'on pense, c'est que vu que les ondes radio sont faciles à produire et à détecter,
qu'elle passe à travers les atmosphères, on est pas mal sûr que les extraterrestres, s'ils existent, ils envoient des ondes radio et ils écoutent pour recevoir des ondes radio. Sauf que les ondes radio, il y a plein de fréquences qui sont possibles. Autrement dit, le poste de radio, vous devez savoir c'est quoi sa fréquence. Vous devez savoir quelle fréquence écouter. Or, ça donne que l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, ce qu'une civilisation technologique a réussi à découvrir, c'est sûr et certain, ben, l'hydrogène a la propriété d'émettre une raie d'émission qui est dans le domaine radio et qui a une longueur d'onde de 21 cm. On appelle ça la raie à 21 cm de l'hydrogène. Alors, c'est sûr et certain qu'une civilisation intelligente extraterrestre connaît cette raie d'émission-là et qu'elle a donc choisi cette longueur d'onde-là ou cette fréquence-là, c'est lié, pour émettre. Donc, on écoute généralement à la longueur d'onde qui correspond à 21 cm. Donc, on pointe un télescope vers une région du ciel et on détecte ce qu'on reçoit à cette longueur d'onde-là. Maintenant, si on reçoit un signal, alors admettons qu'on pointe notre radiotélescope vers une région du ciel et qu'on détecte à répétition la série d'impulsions suivantes. Alors, les impulsions qu'on reçoit, c'est soit on reçoit pas, on reçoit pas. Alors, quand on reçoit, on écrit un 1, puis quand on ne reçoit pas, on écrit un 0. Alors, quand on reçoit, ça fait comme bip, par exemple, à la longueur d'onde de 21 cm. Quand on ne reçoit pas, ça ne fait rien. Alors, imaginons qu'on a reçu ce signal-là. On a reçu bip, 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 bip. OK, j'arrête. Puis ça, tout ça, ça se répète. Alors, quand ça se répète, c'est signe que ce n'est pas une coïncidence, là. Ça veut dire qu'il y a vraiment une intention d'envoyer quelque chose. J'ai créé là un signal fictif qui est très court, donc qui ne contient pas énormément d'informations, juste pour vous donner une idée de la façon que ça pourrait fonctionner. Alors ici, on reçoit ça, puis il faut déduire tout de suite que représente ce message. Alors, il faut employer nos connaissances mathématiques avec ça. Ici, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de compter le nombre de bits. Okay, quand c'est un 1 ou un 0, on peut appeler ça des bits. Alors, au total, là, si vous comptez tout ça, là, vous avez 49 bits. Et donc, vous avez 49 bits. Puis 49, ça se trouve être un nombre particulier parce que c'est un nombre qui a un seul multiplicateur à part lui-même et 1. Okay, les facteurs de 49, c'est 1, 7 et 49. Donc, 49, vous pouvez l'obtenir en faisant 7 fois 7. Alors, possiblement que ce que ça représente, ça, c'est une image en 2 dimensions. 7 par 7. Alors, je me suis fait un quadrillé, 7 colonnes par 7 rangées, et je vais aller colorier les cases qui correspondent à des 1, puis laisser blanches les cases pour lesquelles il y a un 0. Alors, j'ai 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 pour la première ligne. Donc, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 pour la première ligne. J'ai ensuite 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, même chose pour la deuxième ligne. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 pour la deuxième ligne. J'ai 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 pour la troisième ligne. Donc, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. J'ai ensuite 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 pour la quatrième ligne. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ensuite, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose apparaître.
finalement 001 01 00 001 01 00. Alors, c'est pas si évident que ça, là. Mais on a un bonhomme qui fait salut. Bon, OK. Riez pas, là. J'ai essayé de trouver le message le plus court possible qui représentait une image significative. En réalité, il y a un message similaire qui a été envoyé dans les années 70 par le radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico. Alors, vous avez un immense miroir parabolique en béton sur lequel sont réfléchies les ondes radio venant de l'émetteur. Ça a été envoyé en direction de l'amas globulaire M13. Alors, cet amas-là, il est à 22 000 années-lumière d'ici, ce qui fait que le but, c'était pas nécessairement de communiquer avec une civilisation intelligente, mais plutôt de faire une espèce de démonstration de ce qui était possible de faire. Alors, ce message-là, on l'appelle le message d'Arecibo. Il contenait 1679 bits. 1679, c'est similaire à 49, dans le sens où c'est un nombre qui a pas beaucoup de diviseurs. En fait, outre 1 et 1679, les deux seuls autres diviseurs, ce sont 23 et 73. Ce qui fait que la série de bits qu'on reçoit, on peut en faire une image en deux dimensions, de deux façons différentes. Alors, si on décide de faire une image qui a 73 colonnes et 23 rangées, on obtient une image qui représente pas grand-chose, alors que si on répartit ça en 23 colonnes et 73 rangées, là, on voit apparaître une image. Les couleurs qui apparaissent là-dessus, ce sont pas des couleurs réelles, c'est juste pour qu'on puisse séparer les différentes parties de l'image pour en parler dans la description qui est ici. Alors, par exemple, vous avez les nombres de 1 à 10 qui sont représentés là dans le langage binaire. Vous avez 1, 2, 3, 4 pour montrer que nous, on utilise le système décimal. Vous avez les éléments qui constituent l'ADN. Donc, l'hydrogène, l'élément numéro 1. Vous avez 1 en binaire, le carbone, le numéro 6, l'azote, le numéro 7, etc. Vous avez les nucléotides de l'ADN. Vous avez la double hélice de l'ADN. Vous avez un humain qui est représenté avec sa taille moyenne à côté. La population mondiale en 1974, qui était de 4 milliards d'habitants. Vous avez le système solaire qui est représenté ici, donc le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre. On la décale pour montrer que le signal vient de là. Vous avez les plus grosses planètes qui ont plus de points, pour montrer qu'elles sont plus massives. Et vous avez le télescope qui a envoyé le message avec les dimensions qui sont indiquées en dessous. Donc, depuis ce temps-là, on écoute plus qu'on en voit, disons. Et on écoute grâce à on sert d'énormes radiotélescopes pour écouter, qui sont principalement aux États-Unis et en Australie. Et ce qu'on dit, c'est que la sensibilité de ces radiotélescopes-là nous permettrait de détecter un signal radar venant d'un avion qui serait dans le ciel d'une exoplanète autour d'une étoile qui fait partie des 1000 étoiles les plus proches de la Terre.